tous et à toutes. Vous m'entendez très bien? Oui, tout va bien? Plus fort? OK. Heu, j'ai l'honneur de modérer aujourd'hui la table ronde sur l'investissement en deep tech. Je m'appelle Yann Sander, je travaille à BPI France au sein de la direction deep tech. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir quatre personnes. Donc, en introduction, au cours de ces 6 dernières années, le plan deep tech opéré pour le compte de l'État par BPI France a eu un impact important sur la deep tech en contribuant à doubler le nombre de sociétés créées par an, atteignant 385 startups l'année dernière. Tout l'écosystème s'est mis en marche, permettant à la France de devenir un acteur clé en Europe. Des investissements publics massifs à travers de France 2030 ont permis d'initier la dynamique auprès du monde académique, des écoles supérieures, des ONR, mais également auprès du capital privé. Cependant, les difficultés budgétaires publiques actuelles laissent entrevoir un besoin accru en capital privé pour permettre à davantage de startups de transformer l'idée en leadership mondial. Malgré la qualité de notre recherche, nous restons un écosystème fragile où les levées de fonds se sont écroulées ces 2 dernières années et où les exits sont encore trop peu nombreuses pour permettre d'attirer encore plus d'investissements. À titre d'exemple, le rapport de la DGE souligne un retard des investissements français en deep tech par rapport aux USA et la Chine, un retard massif. Donc que reste-t-il à faire pour créer plus de leaders mondiaux? Et surtout, quel rôle le capital privé a-t-il à jouer pour le permettre? Quelles barrières sont à repousser afin de financer davantage de startups leaders dans le monde? Donc aujourd'hui, nous explorons ensemble le rôle du capital privé pour davantage ancrer notre leadership et faire émerger plus de leaders mondiaux. On va commencer par un panorama de la situation. Ensuite, on va parler de l'amorçage et le rôle des fonds régionaux. Les adaptations du monde VC, constat actuel et que faut-il faire pour évoluer, pour flécher plus d'investissements dans la deep tech? Et quelles adaptations sont nécessaires aussi côté start-up pour lever? Pour enrichir le débat, nous accueillons 4 regards complémentaires. D'abord Camille Leroux-Larsabal, associée VC chez Epopée Gestion, un fonds d'investissement cofondé en 2020, spécialisé sur le early stage. Après être passée chez BPI France, Camille a décidé de rejoindre les équipes d'investissement en Nouvelle-Aquitaine pour notamment accompagner sur le long terme des entreprises régionales. À mes côtés, Romain Roulois, directeur général de France Deep Tech, notre partenaire sur cette table ronde, une association regroupant plus de 300 membres qui a pour vocation de rassembler et fédérer les acteurs de la filière Deep Tech, notamment les entrepreneurs, les investisseurs, mais aussi les organismes nationaux de recherche. Je vous présente également Nicolas Autret, partenaire chez Walden Catalyst, un fonds grosse doté de 550 millions de dollars, investissant aux US, France, UK, Israël, Suisse et Pays-Bas, spécialiste notamment du semi-conducteur, mais pas seulement. Nicolas a une très longue expérience de l'investissement en deep tech, après être passé notamment chez Sofinova Partners, 360 Capital et Samsung Catalyst. Il investit également en deep tech à titre personnel. Et enfin, Guillaume Heim, chef de projet Deep Tech au sein de la Direction générale des entreprises. Guillaume est notamment chargé de coordonner les analyses ainsi que les grandes stratégies du plan Deep Tech en collaboration avec la plupart des acteurs du secteur. Le rapport Deep Tech, publié en mars 2025 par la DGE, souligne un besoin de 30 milliards d'euros en fonds propres répartis par maturité et secteur sur les 5 prochaines années. Un montant colossal au service de l'industrie française étant donné les difficultés budgétaires actuelles. On va commencer par Guillaume. Guillaume, tu es un large contributeur de ce rapport. Vous soulignez notamment un taux d'attrition plus élevé en France comparé aux autres pays. Quels sont les grands constats que tu as pu faire sur ce qui a été réussi et ce qui reste à faire? Merci Yann, bonjour à tous. Le taux d'attrition, il est assez clé dans notre modélisation et dans la manière dont on a construit ce chiffrage des 30 milliards. On a fait le constat en regardant sur le passé, sur les 5 dernières années, pour prendre des chiffres très concrets, qu'en fait, on a à peu près 20% des entreprises deep tech qui ont été créées en France qui réussissent à lever une série A. 20%. Il y a un taux de sélection économique naturel, on est sur des projets très risqués, donc c'est un taux qui s'entend. Ensuite, le nombre d'entreprises qui réussissent à passer en série B, il tombe à 9%.
On a moins de 10% des entreprises qui réussissent à passer les 30 millions d'euros de levée de fonds à peu près, une phase de pré-industrialisation. Et quand on compare à d'autres écosystèmes, on est à 12-13% en Suisse, on est à 17% aux États-Unis. Et nous, le constat qu'on en a tiré, c'est qu'à périmètre constant, à cohorte d'entreprises deep tech, on a 2 fois moins d'entreprises qui passent cette échelle des 30 millions de la pré-industrialisation. Ça nous a interrogés parce que quand on parle de taux d'attrition, bien sûr, il y a de la sélection économique sur des projets risqués, mais surtout, ça veut dire que 91% des startups deep tech n'arrivent pas à concrétiser leur démonstrateur, leur premier prototype industriel. Donc on a de la propriété industrielle qui est perdue, alors qu'on a eu de l'investissement public et privé en seed, en série A. On ne sait pas ce que devient cet acquis, cet investissement. Et surtout, ça montre qu'on a un potentiel de développement plus important pour faire passer plus d'entreprises à des stades de pré-industrialisation et d'industrialisation. Et peut-être pour finir sur ce point qui est assez clé, les 30 milliards d'euros de besoins de financement qu'on a estimés, ça s'appuie très concrètement sur ces taux d'attrition observés. Donc 30 milliards, c'est déjà un défi parce qu'on va devoir doubler d'ici 2030 ce qu'on a fait entre 2019 et 2024. Mais si maintenant on réussit notre objectif, qui est plus d'entreprises qui aillent en série B, qui se développent, ça veut dire qu'on sera plutôt sur 35-40 milliards d'euros de levée de fonds parce qu'on aura plus de série B, plus de série C, etc. Donc un indicateur qui est en demi-teinte, mais si on l'améliore, c'est d'autant plus un défi pour l'écosystème dans son ensemble. Merci pour ce détail. Camille, tu as investi en early stage à partir de 200 000 euros sur toute la côte ouest, en fait, en partant de la Normandie jusqu'au Pays Basque. Quel constat fais-tu concernant les sources de financement early stage pour les entrepreneurs deep tech? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je peux voir en tant qu'investisseur VC Early Stage en région depuis 12 ans, c'est quand même que je trouve qu'un bon projet Deep Tech en région n'a pas de mal à lever ses premiers tours de financement sur la partie Early Stage. Il y a vraiment en général une syndication qui se crée entre les fonds VC, les financeurs publics et bancaires qui interviennent. Et donc, la première étape de financement n'est pas trop compliquée, sous réserve que le projet coche un certain nombre de cases, bien entendu. Ce que j'ai pu voir quand même comme évolution, et c'est une évolution qui est très positive, c'est quand même que les groupes d'entrepreneurs, business angels constitués comme des business angels ou non, mais enfin des groupes d'entrepreneurs et des family office sont de plus en plus présents, à la fois en nombre et en montant investi dans les tours de table et dans les tours de table très tôt. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez positif, je trouve. D'abord parce que ça diversifie les sources de capital, bien entendu, mais aussi parce qu'ils sont bien professionnalisés sur leur capacité d'accompagnement des dirigeants. Ils ont un regard qui est très différent des VC institutionnels et ils apportent vraiment quelque chose de très positif dans les structurations des tours de table early stage. Donc voilà, le point positif de ces 3-4 dernières années. Et toi, Nicolas, ton expérience en deep tech au niveau international, parce que tu en as fait, et aussi au niveau personnel, te permet en fait d'avoir un regard croisé sur les meilleurs écosystèmes. Donc Guillaume a parlé un petit peu des systèmes suisses, etc. Selon toi, au-delà des chiffres, hein, quelles sont tes grandes observations de l'écosystème français actuel? Bonjour à tous. Alors, pour commencer, moi, je pense qu'on n'a pas à rougir en France par rapport aux autres pays européens et surtout par rapport aux États-Unis. Je pense que le point de départ, c'est de dire qu'on a des talents, on a des cerveaux. On se le dit souvent, mais il ne faut vraiment pas l'oublier. On a des institutions académiques de premier plan, des institutions de recherche de premier plan, des gens qui font de la recherche au niveau avancé, qui génèrent de l'IP. Et ça, je pense que c'est la grande force de notre écosystème français, qu'on va retrouver également en Suisse, qu'on va retrouver aux Pays-Bas ou en Angleterre, mais c'est vraiment le point de départ. Donc on a cette grande force, il faut en être fier, il faut avoir cette assurance quand on est entrepreneur que la techno qui sort des labos de recherche, des grandes universités, des grandes écoles ou des labos de recherche est vraiment world class. Okay, point de départ. On a, comme tu l'évoquais, du financement early stage. Okay, donc on a un écosystème de business angel et de fonds d'amorçage ou early stage qui fait très bien le travail. Epopée, je vois Hugo de chez Omnes, on a les gens chez Elaya, pour n'en citer que quelques-uns. On a beaucoup de capital early stage pour financer tous ces projets.
Deuxième point fort. Là où le bas blesse, en revanche, c'était le propos introductif, le late stage. Donc dès qu'on commence à vouloir un peu lâcher les chevaux et faire des levées de fonds conséquentes, au-delà de 50 millions par exemple, 30 millions, le chiffre a été évoqué, alors là c'est le désert. Et c'est le désert, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fonds en France structurés pour faire du late stage dans le deep tech. C'est une précision qui est importante, il y a plein de fonds qui font du late stage, mais sur des sujets qu'on appelle shallow tech, donc tout ce qui est enterprise software, consumer tech, marketplace, etc. Le deep tech nécessite, en tant qu'investisseur, des compétences un peu plus précises de compréhension de la technologie. Et malheureusement, en France, on n'a pas encore d'acteurs établis qui permettent d'apporter ce financement avec des tickets de 15, 20, 30 millions et qui permettent d'amorcer la pompe et structurer des tours d'ampleur. Donc ça, c'est, je pense, un premier défi que notre écosystème doit adresser. Je pense qu'il y a un deuxième défi, et là, ce n'est pas tant la France par rapport à ses voisins européens, mais c'est plus la France par rapport aux États-Unis, puisque la Silicon Valley sert souvent de point de référence. On a des super scientifiques, des super ingénieurs, qui sont des compétences, je pense, indispensables évidemment quand on lance une start-up. C'est une chose de sortir une techno d'un laboratoire de recherche, c'en est une autre de transformer ces technos en produits et ensuite de lancer un produit, d'avoir une go-to-market et d'exécuter cette go-to-market. Ça demande des compétences différentes qu'on va retrouver souvent chez des personnes qui ont été côté opérateurs dans des grands groupes techno et qui décident un jour de devenir entrepreneurs et de rejoindre des startups. On a, je pense, un manque d'opérateurs expérimentés, c'est-à-dire de gens qui ont soit déjà travaillé en start-up et qui ont eu cette expérience de construire des scale-up et de développer des start-up à l'international, ou soit d'opérateurs de grands groupes techno qui justement décident de franchir le pas et de devenir entrepreneurs à leur tour. Donc pour moi, on a des grandes forces, nos cerveaux, notre savoir-faire technologique, notre savoir-faire de recherche. On a un écosystème de financement early stage qui est très bien développé, qui fait très bien le job, mais on a aussi des défis sur le financement late stage, qui aujourd'hui part trop souvent à l'international. On a beaucoup parlé de Mistral ces dernières semaines. Je pense que Mistral, c'est le cas, un exemple très concret de belles sociétés françaises, mais qui a été financée principalement par des non-français, c'est dommage. Donc financement en scale-up, et puis effectivement renforcement des équipes de management avec des profils expérimentés qui vont au-delà du seul savoir-faire technologique, mais qui vont plutôt sur le savoir-faire de développement de produits et d'exécution commerciale. Merci Romain. France Deep Tech a mené des groupes de travail récemment, dont les résultats ont été publiés en janvier 2025. Tu es au plus près des acteurs de la Deep Tech, que tu réunis très régulièrement. Quels constats font-ils, eux, de la situation actuelle? Et qu'en est-il des actions qui ont été recommandées dans ces groupes de travail? Merci Yann. Oui, bonjour à tous. Je peux que souscrire déjà dans un premier temps aux constats qui ont été dressés. On a une bonne chaîne de financement, en effet, de ce qu'on voit dans l'écosystème au niveau du early stage. Il faut aussi saluer les travaux que vous menez à la BPI, les programmes, PhD, eLab, etc. Ainsi qu'évidemment le plan Deep Tech. Tout ça, ça contribue énormément à la fortification du financement early stage. En même temps, ce que dit Nicolas est complètement vrai, c'est-à-dire qu'on a une étape du venture growth, un maillon du venture growth qui est quand même beaucoup moins bien couvert, et donc un effet ciseau entre des startups qui doivent arriver sur des méga tours, entre guillemets, de série C et plus, et une chaîne de financement qui n'est pas structurée en France et en Europe non plus pour couvrir les sujets deep tech, avec des fonds qui sont soit trop généralistes, ou soit qui n'ont pas les tailles pour les fonds spécialisés en deep tech, les tailles suffisantes. Néanmoins, et je pense que le super rapport que vous avez produit avec Lexa et Dealroom le montre bien, la classe d'actifs quand même deep tech reste résiliente. Les niveaux de levée en 2024 en Europe, qui sont à peu près de 15 milliards et quelques, sont supérieurs de 2 fois à ce qu'ils étaient pré-Covid. Et si on regarde sur les 3 dernières années, certes, ça a décru un peu. Pour autant, ça reste une décroissance moindre que dans d'autres secteurs de la tech plus généralistes. Donc ça, il faut quand même le souligner, et je pense que c'est une vraie force des sujets Deep Tech. Nous, côté France Deep Tech, en tant qu'association qui regroupe à la fois les startups, les investisseurs, en effet les centres de recherche,
Dans les recommandations qu'on a produites, on encourage évidemment les startups à se tourner d'une part vers des marchés qui sont attirés par la science de qualité et les atouts que Nicolas présentait. En France, et vous avez beaucoup de gens, on a pas mal de délégations qui viennent nous rencontrer, qui viennent de Corée du Sud, des pays du Golfe au Proche-Orient, de Singapour, pas plus tard que hier soir, parce qu'ils s'intéressent au sujet deep tech et ils sont capables d'apporter des moyens de financement importants. Et évidemment, deux autres sujets, j'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes là-dessus, mais le relais bancaire doit aussi peut-être être mieux réfléchi. On a quand même un certain nombre de banques aujourd'hui qui nous contactent parce qu'elles veulent structurer des offres plus adaptées pour les sujets deep tech parce qu'elles sentent qu'il y a un potentiel. Ça passe par une montée en expertise aussi des équipes de banque. Et évidemment, le sujet des LPs. Les contextes aujourd'hui macroéconomiques ne sont pas les plus favorables pour les GPs pour lever auprès des LPs. Donc nous, on a mis en place une formation qui a commencé la semaine dernière pour justement présenter les opportunités et les enjeux en deep tech à destination exclusive des LPs. Merci Romain. On va revenir sur le early stage. Donc vous l'avez mentionné, hein, on a une chaîne qui est bien structurée, des business angels qui sont actifs, les family office également. Donc au-delà du financement, il y a un accompagnement en fait qui est fait dans les régions. Toi Camille, en tant qu'investisseur justement sur les territoires, quelles évolutions as-tu pu observer qui ont été structurantes dans la deep tech? Et selon toi, même si l'amorçage, en tout cas en early stage, ça fonctionne, qu'est-ce qui reste encore à faire pour aller au-delà? Alors, même si je suis d'accord avec ton constat, Nicolas, je trouve qu'il y a déjà un pas qui a été fait dans la constitution notamment des équipes dirigeantes de start-up deep tech. On retrouve quand même de plus en plus de profils qui ont un regard ou une expérience business, produit mise sur le marché. Donc, c'est qu'un début, il y a encore du travail, mais ça s'est déjà, je trouve, bien amélioré sur ces dernières années. Et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Le corollaire de ça, évidemment, c'est que les dirigeants ont conscience du fait qu'il faut qu'ils aillent dès le premier jour, vraiment très tôt, se frotter au marché, se frotter à leurs clients, bien comprendre les besoins du client et essayer au maximum de faire du chiffre d'affaires. Alors, il y a un enjeu de préservation de la trésorerie, même si ce n'est pas avec le chiffre d'affaires que les boîtes pourront se financer entièrement, mais il y a aussi et surtout un enjeu à la fois d'avoir des solutions qui correspondent vraiment aux besoins du marché et donc de passer d'une approche qui était vraiment techno-push à une approche vraiment beaucoup plus produit. Et bien entendu, pour convaincre des investisseurs, aujourd'hui, ça devient un prérequis et même en early stage. Donc, s'il y a vraiment qu'une chose à retenir, c'est du chiffre d'affaires avant tout, ça démontre l'attraction marché. Et même si c'est des POC ou de la presta, pour nous, c'est extrêmement important. Nous, la manière dont on essaie de fonctionner chez Epopée Gestion, c'est qu'on a appliqué des méthodes plutôt de fonds early stage, plutôt dans le digital à la deep tech. C'est-à-dire qu'on se dit que les boîtes et les dirigeants, si on ne les accompagne pas, ils vont rester dans leur labo, ils vont continuer à faire de leur R&D parce que dans leur équipe, il y a quasiment que des gens de R&D, que des PhD et des ingés, et qu'il faut qu'on les aide à structurer des plans de com, à mettre en place des méthodes commerciales, à recruter leurs premiers commerciaux, à mettre en place un CRM. Enfin, en un mot, à vraiment avoir une approche commerciale et marketing dès le jour 1 qui soit beaucoup plus aboutie. Et pour nous, c'est vraiment un prérequis, c'est d'avoir des dirigeants qui sont à la fois orientés vers le business et qui sont très OK, pardon, pour qu'on les accompagne là-dessus et qui ne sont pas persuadés que seule leur tech leur permettra de se mettre en avant, mais qu'il faut qu'ils aillent vers l'aspect produit. Donc voilà, là, pour nous, on est sur une évolution qui est assez notable et on trouve de plus en plus de dirigeants avec lesquels ça fit bien sur ce sujet-là. Donc il y a encore du boulot, mais voilà, on est en bonne voie. Pardon. Toi, Nicolas, avec Valden, vous investissez à partir de la série A. Donc, est-ce qu'on peut te considérer comme déjà un growth? Qu'attends-tu des investisseurs early stage avec lesquels tu travailles et que tu rejoins notamment sur des tours de table? Donc nous, on fait série A, B et C. En Europe, on a même plutôt tendance à faire du Series B, Series C. Donc on écrit des chèques en Europe plutôt de 15 millions à 25 millions pour commencer.
Je vais peut-être aborder la question légèrement différemment en disant, moi, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'investisseur quand je rejoins le capital d'une société, ou qu'est-ce que l'entrepreneur que j'accompagne doit attendre ou doit même exiger de moi. Dans nos relations avec les entrepreneurs, je pense que la première chose que l'on fait, c'est du coaching et mettre le bon niveau d'ambition. C'est-à-dire, on les oblige à, je vais parler en anglais, think big. Hein, on est au big aujourd'hui, donc penser, avoir une ambition débordante, avoir l'ambition de devenir un acteur de référence globale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment la phrase que l'on entend ou que j'entends en permanence avec mes camarades américains, c'est speed and scale. La vitesse d'exécution et cette capacité justement à croître très fortement. Ça, je pense que c'est la plus grosse différence en termes d'état d'esprit que je vois entre des startups françaises et je dirais même européennes et les pairs américains. Okay, donc speed and scale, think big. Il faut vraiment avoir cette ambition, avoir envie de bouffer le monde en fait. Okay, donc moi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je vais faire quand je me retrouve autour de la table avec un entrepreneur? Qu'est-ce que je vais faire pour aider l'entrepreneur sur cette trajectoire? Donc, il y a plusieurs missions. Comment est-ce qu'on est actif finalement en tant qu'investisseur? Premièrement, c'est l'accompagnement sur la structuration des équipes. Alors, on en parle. Effectivement, constitution du top management. Je peux donner quelques exemples, sans forcément trahir de nom de société. Mon investisseur dans quelques sociétés en Europe, on les a aidés à constituer, par exemple, des conseils d'administration avec des gens qui viennent du métier, qui ont une expérience industrielle, mais surtout qui ont un réseau. Et en fait, le réseau que vous avez autour de la table, dans cette dimension de speed and scale, donc ça c'est un véritable accélérateur. Ça permet d'ouvrir des portes, de directement parler aux bonnes personnes, qui peuvent être les clients, les partenaires financiers, les partenaires industriels. Donc ça, c'est ce qu'un entrepreneur, quand il choisit son investisseur, doit vraiment faire attention, c'est-à-dire, est-ce que cet investisseur va me permettre d'avoir accès aux bonnes personnes dans le cadre du développement de ma société. Donc les bonnes personnes, ça va être des talents que je vais recruter pour mon équipe dirigeante. Les bonnes personnes, ça va être des partenaires commerciaux ou industriels. Est-ce que l'entrepreneur va me permettre d'aller parler directement à la bonne personne chez Nvidia ou chez Amazon ou chez Google Cloud, typiquement? Et puis aussi, est-ce que cette personne, est-ce que cet investisseur va me permettre d'anticiper mon prochain tour de table? Okay, parce que ça, c'est une grosse misconception. C'est les tours de table ne se passent pas en claquant les doigts, ils se provoquent, ils se préparent. Okay, donc il faut préparer l'avenir. Dès que j'ai fini mon tour de table, en tant qu'entrepreneur, je vais commencer à parler aux investisseurs qui peuvent prendre le lead sur mon prochain tour. Et donc ça, avoir un investisseur qui m'aide à construire un narratif, qui me met en relation avec les investisseurs qui pourront prendre le lead de mon prochain tour de table, c'est absolument clé. Et donc, moi, en tant qu'investisseur en Series A, B ou C, je suis en contact déjà avec les investisseurs qui font du seed ou avec les investisseurs qui font du Series A et qui m'apportent leur deal flow, qui me parlent de des sociétés en portefeuille. Et donc, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas combien d'entrepreneurs il y a dans la salle aujourd'hui, mais vous devez challenger les investisseurs avec lesquels vous parlez et vous assurer que ces gens-là pourront vous apporter cette valeur, parce que c'est ce qui va vous aider à accélérer et à maximiser vos chances de succès. Merci. Romain, à l'échelle de France Deep Tech, quelles mesures phares sont nécessaires selon toi pour dynamiser encore plus le early stage? Vous travaillez donc avec plein de fonds d'invest. Et comment y contribuez-vous, ou souhaitez-vous y contribuer? En effet, on a beaucoup travaillé sur le early stage au regard au travers d'un sujet particulier qui est le tech transfert de technologie. Donc, toutes les technologies qui sont issues des laboratoires de recherche qui font l'objet donc d'une activité économique, d'une création d'une start-up. Donc, on a mis en place un groupe de travail avec des entrepreneurs, des fonds d'investissement, les laboratoires de recherche. Et ce groupe de travail a eu pour mission de proposer des recommandations qui permettent de fluidifier et d'accélérer le tech transfert. Si on veut plus de sociétés start-up qui se créent, il faut certes des start-up de qualité, mais aussi un plus grand nombre. Donc une science de qualité et des startups qui sont créées dans des conditions qui permettent une equity story derrière qui soit compatible avec les travaux avec les métiers des VC.
Ce groupe de travail, il a eu un jumeau, enfin une conséquence, c'est que le ministère de la Recherche, sous l'impulsion du ministre Baptiste, a lancé lui aussi un groupe de travail dans la continuité du nôtre, avec les mêmes acteurs et plus, pour justement aller plus loin dans la recherche de la fluidification et de l'optimisation du tech transfert. Et tout ça, c'est extrêmement important puisque, voilà, en tant qu'association, on fait certes des choses pour rassembler un écosystème, mais notre rôle, c'est aussi de proposer en effet au pouvoir public des choses et impulser des mouvements pour que derrière, ils s'emparent des sujets qui, demain, lorsqu'ils mettent des moyens sur la table, peuvent être game changer pour un écosystème et donc sur le tech transfert, donc avancer évidemment et permettre à plus de sociétés de se créer. On a à ce sujet une annonce qu'on fera bientôt qui est par exemple la mise en place d'une commission de médiation de transfert de technologie qui aura pour objet, une fois qu'elle sera annoncée dans quelques semaines, voilà, de permettre dans le cas d'un différend entre des porteurs de projets et des ONR, de statuer sur une situation. Alors le but, c'est pas de remplacer le rôle des ONR, elles ont déjà des organismes internes de médiation, mais quand ceux-ci n'opèrent plus, eh bien, on peut venir proposer ça. Et donc c'est l'objet de l'association, très concrètement, de permettre de fluidifier et de massifier le transfert de technologie. Ok, merci Romain. Donc on a vu à travers ces 3 interviews certains ingrédients qui vont faire fonctionner le early stage. Guillaume, permettre aux entrepreneurs de rapidement développer du chiffre d'affaires et donc trouver des partenaires commerciaux, c'est des signes crédibles auprès des investisseurs. Au sein de la DGE, quels sont les travaux qui sont en cours pour notamment attirer les industriels, les corpos dans ce mix? C'est absolument clé parce qu'on se rend compte dans l'écosystème français qu'on a une moindre présence d'investisseurs corporate, pas institutionnels, à la fois en investissement, en partenariats commerciaux et stratégiques et en rachat, in fine. Nous, la chance qu'on a à la DGE, c'est aussi de piloter un dispositif qui s'appelle les comités stratégiques de filière, où concrètement, on met en fait les grands donneurs d'ordre et tout leur écosystème autour d'une table pour les forcer, en tout cas les inciter à travailler ensemble, à avoir une vision partagée pour leur filière. Et on a souhaité, dans le cadre de cette nouvelle stratégie Deep Tech sur laquelle on a travaillé depuis un peu plus de 6 mois, qui va bientôt être annoncée, on a souhaité insérer les startups Deep Tech dans leur écosystème véritablement, les normaliser entre guillemets, dire qu'une startup Deep Tech, c'est pas un ovni qui sort d'un laboratoire, c'est une entreprise qui est très technologique, qui peut révolutionner l'amont, l'aval de la chaîne de valeur. Et donc, travailler sur des feuilles de route au sein des comités stratégiques de filière, des CSF, pour que les grands donneurs d'ordre aient conscience de ce que peuvent apporter les Deep Tech en amont, en aval, des partenariats éventuels et des investissements qui peuvent être faits. On a un très bon contre-exemple à cette absence des institutionnels et des corporates, c'est par exemple la startup Wondercraft qui fait des squelettes pour la robotique, qui a conclu un partenariat avec le groupe Renault juste avant l'été, avec à la fois un investissement minoritaire au capital pour contribuer au levée de fonds de la startup et un partenariat stratégique où concrètement Renault va contribuer à fabriquer et à assembler une partie de la chaîne de valeur de Wondercraft. Et typiquement, c'est une synergie intéressante parce qu'on a une très bonne deep tech robotique qui s'appuie sur la valeur ajoutée de Renault pour scaler des chaînes de valeur. C'est vraiment des exemples duplicables et on pense qu'au sein des comités stratégiques de filière, en créant cette interface entre des directeurs innovation, des directeurs R&D, des directeurs d'usine, on pourra insérer ces startups, créer des contrats commerciaux, créer des contrats de partenariat, et ça fera l'objet des feuilles d'innovation et des feuilles de route ces prochains mois. Merci. Donc, on va repasser côté grosse maintenant. Donc, tu l'as mentionné, Nicolas, c'est un peu le souci de l'écosystème en France. On n'a pas assez de fonds grosses. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre les différents écosystèmes que tu côtoies? Qu'est-ce qui fait que font les meilleurs fonds pour investir dans les pépites? Alors, il y a pas mal de sujets. Je pense, je ne vais pas forcément parler de la différence entre la France et d'autres écosystèmes européens, parce que je pense qu'on est globalement
quelques nuances près, mais globalement, on est articulé de la même façon, on fonctionne, on opère de la même façon. Je vais plutôt essayer de comparer avec les États-Unis, mais avec le caveat je ne pense pas qu'on doive essayer de reproduire la Silicon Valley, mais plutôt, je pense, essayer de s'inspirer des meilleures pratiques de la Silicon Valley et puis adapter ce modèle à nos propres spécificités. Okay, la première différence que je vois entre des investisseurs européens, français, européens et des investisseurs américains, c'est l'approche au risque et l'approche à la vision. Aux États-Unis, les investisseurs ont tendance on pense ou évaluent les opportunités d'investissement en se disant, en gros, si toutes les étoiles sont alignées, quel est le potentiel que je peux construire autour de cette techno et avec cette boîte-là? Jusqu'où je peux aller et quelle est la taille de la société que je peux construire? C'est vrai qu'en France ou en Europe, les investisseurs ont tendance à aller dans le détail du business plan, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, en particulier pour une deep tech, puisque bien souvent, il y a assez peu, voire pas de chiffre d'affaires avant un bon nombre d'années. Alors c'est un exercice qui est important, parce qu'il faut dimensionner les besoins de financement et bien comprendre comment on va dépenser l'argent. Mais on n'a pas forcément cette approche au potentiel de marché, ce qui a un impact assez important sur la façon dont on va évaluer le risque d'investissement. Donc ça, c'est je pense la première grosse différence. Ce que je vois aussi dans la Silicon Valley, j'y vais 2 à 3 fois par an, c'est il y a un tissu qui est extrêmement dense, qui, je pense, sera très difficile à répliquer en Europe, pour être tout à fait honnête. Mais quand on va en Silicon Valley, on voit, il y a le campus de Stanford, et puis après, il y a tous les sièges des grands groupes techno-américains. Et puis, on a évidemment la communauté entrepreneur. Et puis, sur Sand Hill Road, on a tous les fonds de la vallée. Et donc, dans un périmètre de 30 à 50 km, on a tout cet écosystème qui se parlent, qui échangent, qui transfèrent d'un écosystème à un autre. Donc on a effectivement des gens de Intel ou de Nvidia qui vont aller monter leur start-up. Et puis après, une fois que l'entrepreneur aura réussi sa boîte, il deviendra investisseur, etc. Donc tout cet écosystème en fait se mélange. Et c'est, je pense, ce qui nous manque un peu en Europe, c'est cette perméabilité entre les grands groupes, avec les investisseurs, avec les startups, etc. On parlait des grands groupes un peu plus tôt dans l'échange. Une des grandes forces de l'écosystème américain, c'est cette collaboration très étroite entre les startups et les grands groupes, et qu'on n'a pas en France, et qu'on n'a pas en Europe. En France, en particulier, on a des super ingénieurs, mais qui sont aussi atteints du syndrome not invented here. Okay, donc, on regarde ce qui se passe dehors avec toujours un peu de scepticisme, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et donc ça, je pense, c'est vraiment un changement générationnel, un changement culturel qu'on doit opérer en France et en Europe. C'est déclencher, parfois forcé peut-être, mais ces collaborations entre les grands groupes qui ont de l'argent, qui ont une compréhension assez fine de la façon dont ils développent des produits. Donc favoriser ces collaborations entre les grands groupes et les startups qui ne demandent que ça, parce qu'on l'a vu, les sources de financement en late stage sont toujours un peu plus compliquées, et donc ils peuvent voir dans ces collaborations avec les grands groupes une façon d'accélérer le développement produit, une façon d'accélérer les financements, une façon de s'étendre à l'international, qui sont des clés pour le succès à venir. Donc tu le mentionnes, Nicolas, le point écosystème qui est crucial non seulement pour la collaboration, mais aussi pour favoriser les liquidités entre les acteurs. Guillaume, les liquidités dans l'écosystème sont, on le voit, primordiales pour permettre des cycles de réinvestissement des acteurs qui ont pris des risques. Quel rôle peut jouer l'État en fait pour favoriser les liquidités et potentiellement favoriser l'émergence de nouveaux acteurs dans cet écosystème? De manière générale, je dirais quand même que l'État en la matière doit rester modeste, parce qu'on est sur un marché du financement dans lequel l'État est facilitateur, il peut soutenir des segments de marché, mais la deep tech a tendance à se normaliser, à devenir une classe d'actifs très risquée mais compréhensible. Donc on voit apparaître des fonds de growth, de late stage qui comprennent. Il y a deux choses. Je pense que d'abord, je rebondirais sur ce que tu disais, Nicolas. Il faut créer les conditions en amont pour faciliter la suite et la liquidité. On l'a dit, créer une vraie chaîne de valeur qui ne soit pas simplement des maillons posés les uns à côté des autres. Ça veut dire que concrètement, le seed et la série A doivent anticiper avec des contacts, des préinvestissements
auprès de fonds de classe un peu plus supérieure, ça peut se faire très en amont. Nous, il y a un type d'acteurs qu'on aimerait soutenir dans le cadre de la nouvelle stratégie, ce sont les venture builders. Concrètement, ces regroupements où on a à la fois un organisme de transfert, un organisme d'accompagnement et un fonds d'investissement. Ça répond à cette interface où les acteurs apportent la valeur ajoutée et préparent la suite, le développement de la startup. C'est des modèles qui, statistiquement, permettent de réduire le taux d'attrition, de réduire les échecs et d'anticiper la série B ensuite en ayant des contacts. Donc, premier message, en fait, faciliter l'anticipation pour les startups, les fonds de la suite du financement. Et pour faciliter la liquidité, le deuxième point, et qui est très, très concret, c'est celui de dynamiser l'écosystème de financement par l'action en fonds de fonds que BPI France opère largement pour le compte de l'État, avec des fonds qui permettent de financer des fonds de late stage, que ce soit via BPI, via la Caisse des dépôts. On ne réussira pas à faire ce passage à l'échelle de l'écosystème Deep Tech sans avoir un écosystème de financement avec un volume bien plus important. C'est vraiment la clé qui est nécessaire et pas suffisante, mais qui est quand même nécessaire pour parler de l'écosystème américain. Donc c'est ça, anticiper et faciliter la prise en compte des tours de table ultérieurs et ensuite dynamiser en volume l'écosystème de financement late stage. Ça permettra de résoudre cette difficulté de liquidité pour les startups Deep Tech. Merci Guillaume. Camille, à ton échelle et à votre échelle, justement, quelle stratégie adoptez-vous pour permettre les liquidités de vos participations, de vos fonds Alors, bon, on l'a dit, il y a peu de fonds late stage, peu de fonds grosses, même si ça se développe. Et surtout, les fonds de grosses et de late stage font peu de secondaires. C'est-à-dire que les investisseurs qui ont investi en early stage, bah, en général, ils se retrouvent un peu bloqués pendant un petit moment. Ce qui ne correspond pas du tout à l'horizon de financement des investisseurs VC, qui est en général plutôt entre 5 et 8 ans maximum. Donc là, il y a un enjeu qui est clé. Donc pour moi, comment on répond à cet enjeu-là, c'est pas en faisant des fonds evergreen, pas que en faisant des fonds evergreen. Des fonds evergreen, c'est des fonds qui ont des durées de vie extrêmement longues et donc avec lesquels on peut rester au capital des entreprises pendant pendant plus de 5-8 ans, mais pendant 10 ou 15 ans par exemple. C'est une réponse partielle, mais je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure manière d'accompagner les entreprises sur l'enjeu de rapidité et d'exécution. Je pense que le fait d'avoir des investisseurs qui ont une temporalité d'investissement qui est relativement courte, ça impulse vraiment une dynamique, ça me permet de mettre en place des roadmaps et avec des jalons à atteindre pour chaque étape de financement. Et donc, ça permet vraiment d'être dans voilà, une dynamique très forte de développement de l'entreprise et d'accélérer donc la mise sur le marché des solutions et des produits. Donc, pour moi, le premier sujet, c'est développer le secondaire plus pour permettre aux VC early stage de pouvoir sortir totalement ou partiellement, parce que ne serait-ce que dérisquer en partie son investissement, c'est déjà très très bien. Ça permet de montrer aux souscripteurs qu'on est sorti partiellement, d'avoir un TRI minimum sur son primo-investissement. Et ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut qu'on insiste beaucoup. Et le deuxième point, c'est un fonctionnement que nous, on a chez Epopé Gestion qui est très abouti. C'est vraiment de dire, c'est pas parce que vous êtes une startup early stage deep tech que le sujet de l'exit, il est tabou. Donc, au contraire, c'est un sujet qui se travaille dès le premier jour. Donc, nous, on s'assure déjà d'être avec des dirigeants avec lesquels on est en phase sur la construction de cette roadmap vers l'exit. Et on travaille avec eux dès le premier jour à constituer une liste de partenaires stratégiques, de voir comment, de les aider à prendre contact avec ces acteurs stratégiques et de suivre au fil du temps l'évolution de ces contacts-là. On sait très bien que dans tous les cas, les sorties vers des industriels, elles se font en général qu'auprès d'industriels qui connaissent bien la start-up, qui l'ont vu évoluer, avec lesquels il y a eu des partenariats commerciaux et stratégiques. Et c'est tellement du temps long que si on ne construit pas dès le premier jour, on rajoute encore des années pour aller vers l'horizon de liquidité des investisseurs. Très bien, merci. Romain, vous avez récemment accueilli certains corporates au sein de l'association. Je pense notamment à Safran. Quelle place penses-tu, en addition à tous les commentaires, quelle place penses-tu qu'ils peuvent jouer dans le continuum de financement et quelles premières mesures permettraient de les activer? Oui, tout à fait. On a accueilli Thales et Safran. Je vois des représentants de Thales également dans la salle et c'est une bonne chose de voir qu'ils s'intéressent au sujet Deep Tech en tant que corporate dans l'association récemment.
Il y a plusieurs choses, hein, et leur action est très importante. La première, étant parlé tout à l'heure en début de table ronde, Camille, c'est évidemment toute commande ou POC qui peut être fait auprès des corporates. C'est un moyen déjà de financement pour les startups et c'est sûrement quelque chose de très sain parce que ça prouve le fameux product market fit, qui est évidemment quelque chose de crucial en deep tech et pour n'importe quelle société de manière générale. Ensuite de ça, évidemment, les corporates ont aussi un rôle à jouer au-delà de la commande en investisseurs en direct via des corporate ventures. Ils ont un rôle à jouer également sur la partie M&A. On prenait l'exemple tout à l'heure d'Exotech, mais on peut prendre l'exemple sur la partie, on va dire, partenariat, mais on peut prendre l'exemple de Préligence qui a bouclé son incorporation en début d'année. Donc ça, c'est évidemment des sources d'exit importantes pour les startups deep tech. Et puis, évidemment, il y a la partie fonds de fonds. Les corporates aussi sont des gens qui confient comment dire, de l'argent à des VC, en plus de d'autres stratégies, de M&A, de corporate venture. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, on le voit dans la formation LP, pour les LP qu'on a mis en œuvre, on a des corporates qui sont inscrits. Et donc, ça témoigne en plus, pour des corporates qui ont d'autres stratégies que simplement le fonds de fonds. Et ça témoigne de quelque chose d'intéressant. Et après, au-delà de ça, on a l'exemple tout à l'heure d'Exotech et Le Bon aussi, dans la mesure où on va mettre en place au sein de France Tech un groupe de travail sur le scaling industriel, et ils sont assez friands de ce sujet, parce qu'en effet, pour eux, c'est important aussi d'avoir du contact avec des startups, deep tech, parce que c'est un moyen de se renouveler. Ils n'ont évidemment pas attendu, ils nous ont pas attendu pour faire de l'innovation, mais c'est un bon moyen de se renouveler, et des partenariats pour faire travailler ensemble des startups deep tech avec des corporates dans le but de construire des partenariats industriels. C'est évidemment quelque chose qui est pertinent pour la startup, mais également pour le corporate. Merci Romain. On va repartir du côté des entrepreneurs. Vous avez évoqué certains axes de travail. Nicolas, tu l'as mentionné, mais la grande force des entrepreneurs américains, et pas que, c'est leur capacité à construire et packager un produit désirable. Quel regard as-tu sur les entrepreneurs outre-Atlantique comparés aux Français, et surtout quels sont les ingrédients que tu souhaiterais voir davantage en tant qu'investisseur ici en Europe? Je pense que ça va rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, qui est cette ambition d'aller global dès le premier jour et avec un focus très fort sur la rapidité d'exécution. Un écosystème que je connais un petit peu aussi, qui est l'écosystème israélien. Les Israéliens, eux, dès le premier jour, le plan de développement, c'est les US, directement. Donc la boîte se crée, la techno est développée en Israël, et puis très rapidement, développement commercial se fait aux États-Unis. Je pense que c'est là où, en Europe et en France, on pêche un petit peu encore. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu trop tendance à avoir des ambitions, alors au pire, on va dire national, domestique, au mieux continental, hein, mais on a moins ce switch qui se fait directement vers les États-Unis. Or, sur des sujets deep tech, par nature, par construction, les clients ont plutôt tendance à être aux États-Unis. On évoquait tout à l'heure Nvidia, Amazon, Google, Cisco, etc. Ou en Asie. Et donc par nature, ces clients-là, il faut aller les chercher. Il faut donc très rapidement partir aux États-Unis ou en Asie. Et donc ça, c'est un certain mindset à avoir. Alors qu'on voit de plus en plus quand même, hein, on ne va pas se dire que la situation est catastrophique en France, et je suis sûr qu'il y aura des tas d'entrepreneurs pour me contredire dans la salle aujourd'hui. Donc il y a ce changement culturel et générationnel qui s'opère, mais effectivement, il y a encore une différence quand on compare un entrepreneur américain qui a la chance d'avoir ses clients qui sont juste à côté de chez lui, qu'on n'a pas en France malheureusement aujourd'hui. Donc pour moi, voilà, si je devais donner un conseil, c'est think big and speed and scale. J'arrête pas de dire aux entrepreneurs speed and scale, speed and scale, speed and scale. C'est vraiment la grosse différence que je vois entre les US et l'Europe.
Il nous reste encore à peu près 5 minutes, un peu moins. Toi, Camille, pour ajouter à ce débat, quelles compétences supplémentaires sont à développer pour les entrepreneurs français pour convaincre en fait le early stage et toute la chaîne de valeur? Alors, deux points pour moi. Et la première partie, c'est la partie produit. CPO, c'est pas un gros mot. Dès très tôt dans une boîte. Et les personnes qui sont capables de faire des vrais produits et de les mettre sur le marché, c'est des gens qui sont hyper expérimentés, qui ont un rôle qui est difficile dans les entreprises. Et ça vaut vraiment le coup d'avoir quelqu'un qui a ce profil-là. Et très tôt, c'est ce qui guidera la roadmap et donc le reste. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'ambition, je te rejoins, et se donner les moyens de ses ambitions. Les entrepreneurs, certes très talentueux, pourront pas y arriver tout seuls. Donc, on a parlé tout à l'heure de réseau. Il y a vraiment un enjeu à essayer de fédérer au maximum auprès des entrepreneurs, des advisors, des mentors, des experts qui sont capables de les aider, de leur faire des intros de qualité. Ça, c'est la première partie les moyens de ses ambitions. Et le deuxième, c'est dès le premier jour, c'est pareil, c'est comme la partie produit, c'est une équipe commerciale et marketing. Quand l'équipe fondatrice est un peu tech, voilà, ça ne s'invente pas, on va pas se réclamer être commercial. Et moi, j'ai un peu de mal avec l'adage le meilleur vendeur du produit, c'est le fondateur tech. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut faire rentrer des commerciaux très tôt. Les commerciaux, ça coûte cher, c'est difficile à recruter, c'est difficile à garder. Et si possible, de recruter très tôt un commercial qui soit américain, soit qui ait une expérience aux US assez forte. Et ça, c'est pareil, c'est pas un gros mot, il faut le faire tôt, ça coûte cher, mais c'est le seul moyen d'y arriver et d'y arriver vite. Et je te rejoins sur cet enjeu d'exécution extrêmement rapide. Il faut vraiment l'avoir en tête. On n'a pas de temps à perdre collectivement. Donc il faut être le plus efficient possible et donc ne pas hésiter à réduire ses équipes s'il faut réduire ses équipes, à délocaliser une partie s'il faut délocaliser. Enfin, il y a un sujet d'exécution qui est clé, bien entendu. Guillaume, donc, on le souligne souvent, hein, la mise sur le marché, c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce qui est fait et qui reste à faire pour dynamiser les commandes publiques? Tu l'as mentionné un petit peu, mais comment tu vois les choses? Alors sur la commande publique, pour être très schématique, en fait, du côté de la demande, enfin si on fait demande-offre et in fine on a un marché, du côté de la demande, il y a un enjeu déjà à faire connaître les offres des entreprises deep tech, très concrètement passer d'un POC concept à un proof of client. Quand on creuse, on voit qu'il y a quand même beaucoup de deep tech qui développent des petites expérimentations avec des collectivités, des agences, plein de personnes publiques. Et quand ça se sait, ça débloque aussi d'autres contacts, ça débloque une, euh, une preuve en fait que c'est commercialisable et il y a un enjeu. Donc ça, c'est côté administration. La mission French Tech a cette mission et ce rôle d'animation de l'écosystème avec une initiative qui a été lancée il y a quelques mois qui s'appelle Je choisis la French Tech. Concrètement, faire ce rôle d'interface entre toutes les personnes publiques, les grands donneurs d'ordre, notamment les grands donneurs d'ordre privés ou parapublics, et l'écosystème French Tech, y compris Deep Tech. Ça marche plutôt bien parce qu'on débloque vraiment des mises en contact et surtout des relations qui peuvent exister entre les acheteurs et les startups. Et ensuite, côté offre, c'est nécessaire pour formaliser un marché. Là, je rejoindrai ce que vous avez dit, Nicolas, et concrètement, il y a un enjeu à driver le plus tôt possible les entreprises deep tech pour les aider à formaliser une offre. Pour donner une anecdote et en conclure par là, on accompagne des entrepreneurs deep tech très amont avec ePhD, un concours qui est vraiment quasiment à la sortie de la thèse ou pas beaucoup plus. On les avait accompagnés à Londres pour les confronter au marché anglais. Et les VC étaient un peu décapants là-bas parce qu'ils disaient, moi si dans le deck, il n'y a pas 50 calls clients, je ne regarde pas votre offre. Je n'investirai jamais. Et donc, il faut faire comprendre à des sorties de thèse que concrètement, se confronter au marché, essayer de négocier très tôt une preuve de concept, une expérimentation, c'est vraiment clé pour ensuite aller chercher du plus gros client, trouver du financement et entrer dans ce cercle vertueux. Merci Guillaume. Et enfin Romain, pour conclure, si tu avais une mesure phare à travailler en groupe de travail au sein de l'association pour permettre de dynamiser en fait l'investissement privé, laquelle serait-elle? Je pense qu'il y a un gros pavé dans la mare avec le sujet de l'épargne grand public, qui est évidemment, quand on prend une logique un peu de 80-20,
Il y a une manne à mobiliser pour financer l'écosystème qui est extrêmement importante. Alors évidemment, d'autres sources comme le M&A des corporates sont évidemment importantes également, mais là, on est sur quelque chose d'extrêmement game changer si on arrivait à activer quelque chose comme ça. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc on a pu faire un petit tour d'horizon de l'investissement en deep tech. Donc on est ouvert aux questions si vous avez des questions dans le public. Bonjour, je suis Jérôme Louera de la société Coefficient. J'accompagne commercialement les deep tech dans leur première vente depuis 15 ans. Dans ce que vous avez dit, vous avez beaucoup conseillé d'aller aux USA très rapidement. Or, les consultants qui gravitent autour des startups ont toujours un leitmotiv qui est la focalisation. Donc il y a un risque quand même en disant on veut aller aux États-Unis, qu'on se défocalise de la France ou de l'Europe. Donc ma première question, c'est à partir de quand vous conseillez d'aller aux États-Unis? Est-ce que c'est vraiment tout de suite pour les premières ventes, les premiers POC, ou est-ce que c'est quelques années plus tard, combien de temps? Et la deuxième question, là, elle est un peu plus politique, c'est-à-dire que vu le contexte actuel aux États-Unis, est-ce que vous conseillez toujours d'aller aux États-Unis? Plein de questions. Alors déjà, juste un petit commentaire. Consultant et start-up, pour moi, ça va pas trop ensemble. C'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, bref. Commentaire en aparté. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par aller aux États-Unis? Aller aux États-Unis, ça ne veut pas forcément dire je délocalise toute ma boîte ou je vais constituer une équipe de 10 personnes sur place. Aller aux États-Unis, ça veut dire prospecter aux États-Unis et ça peut très bien se faire depuis la France. J'allais rebondir tout à l'heure sur le commentaire de Guillaume qui a organisé apparemment une visite, une learning expedition à Londres. Moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui sont peut-être présents dans la salle, allez faire un tour dans la Silicon Valley, une semaine ou 15 jours, en avance de phase évidemment, vous préparez, vous contactez les Français qui sont dans ces grands groupes techno aux États-Unis pour discuter avec eux. Il y en a plein. Je veux dire, vous regardez les équipes R&D ou tech de tous ces grands groupes, c'est pas des Américains, hein, c'est des Européens, des Asiatiques, et en particulier des Français, qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir aider leurs compatriotes. Okay, donc échanger avec ces Français-là pour avoir un retour sur l'approche techno, sur l'approche produit, sur le positionnement produit. Je pense que c'est ça la première étape dont on parle quand on dit aller aux États-Unis, c'est aller se confronter à la réalité du marché. Et après, si sur la base de cet enseignement, de ces apprentissages, on voit qu'il y a un bon fit entre le produit que l'on cherche à développer et l'appétence du marché, à ce moment-là, oui, effectivement, on peut commencer à éventuellement construire une petite équipe sur place. Mais pas avant. D'accord ? Deuxième partie de la question, est-ce que ça a du sens d'aller aux États-Unis aujourd'hui en dépit du contexte politique que l'on connaît, qu'on ne commentera pas forcément? Moi, ma réponse est oui. Aujourd'hui, si vous êtes une boîte française qui développe du semi-conducteur, on en a beaucoup en France, à Grenoble ou à Paris, tous les clients sont aux US. Donc si vous n'allez pas aux US, vous vous tirez une balle dans le pied et vous maximisez vos chances d'échec. Donc oui, il faut aller aux US. Et pour les clients et pour le financement. Parce que là, c'est pareil. Qui va prendre le relais au niveau de la Series B ou Series C? Moi, je travaille pour un fonds américain. Ce sont des gens comme nous et d'autres qui ont cette capacité à construire une conviction sur une techno, même si elle est très early stage, et à pouvoir venir avec un financement conséquent, même si la techno est encore peu dérisquée. Donc la réponse est oui, mais ça n'engage que moi. Non, peut-être pour compléter, pour temporiser un petit peu le discours, ça dépend bien entendu des secteurs. Ça, c'est certain. Si on pense, tu as parlé de semi-conducteurs, si on pense aux semi-conducteurs, bien évidemment. Si on pense à la santé, bien évidemment. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels c'est peut-être un petit peu moins clé. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une force de la part des dirigeants, très tôt, d'être très ouverts. Vers l'Europe, c'est une chose, mais vers l'Asie et les US, c'est autre chose. Et il faut avoir un marché mondial et une approche mondiale dès très tôt. C'est la seule manière de pouvoir
avoir une exécution qui tienne la route dans les 4-5 ans plus tard, quand la commercialisation démarre plein pot. Et ça s'anticipe. Merci. Bonjour, merci pour vos différentes interventions. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas beaucoup d'argent en série C ou D, c'est qu'elle n'est pas fléchée vers les deep tech ou qu'elle n'existe pas en France et en Europe? Alors je pense qu'il y a de l'argent, mais qui n'est pas fléché vers les deep tech. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en France et à Londres en particulier des fonds d'investissement qui font du late stage. On peut en citer quelques-uns, hein. On a des gens comme Euraseo, comme Partech à Paris. Et puis à Londres, on a tout l'éventail de Accel, Balderton, Index, Atomico, etc. Donc il y a des gens qui ont de l'argent sous gestion et qui peuvent effectivement écrire des chèques conséquents de 50 millions et plus. Pas la taille du tour de table, hein, le chèque de l'investisseur lambda, 50 millions ou plus. Mais en revanche, aujourd'hui, cet argent est plutôt déployé sur des entreprises qui ont des modèles enterprise, SaaS, B2B ou du marketplace ou autre, c'est-à-dire des sociétés qui ont des modèles économiques et des produits qui sont déjà suffisamment matures pour dérisquer et offrir je dirais une perspective de risque qui est acceptable. Quand je peux prendre un exemple de société de notre portefeuille aux États-Unis, on a notre tout premier investissement sur le fonds actuel, on a fait un investissement d'une société qui s'appelle Rivos, R-I-V-O-S, dans le semi-conducteur. Premier tour de table, Series A, 110 millions de dollars. Nous, on a mis 25 millions. Et bien ça n'existe pas en Europe. Il y a juste personne capable de faire ça. Il n'y a pas d'acteur. Et donc, je pense que pour notre écosystème, il faut créer les conditions alors pour flécher l'épargne, que ce soit les assureurs, les fonds de pension, etc., ou l'investissement public, pour faire émerger des équipes d'investissement, soit sur des plateformes déjà existantes, soit sur de nouvelles plateformes, c'est-à-dire des nouveaux fonds qui se créent from scratch, pour permettre d'investir ce type de montant dans des sociétés jeunes et de fédérer autour de ces acteurs-là, puisqu'on parle de syndicats d'investisseurs, des tours de table conséquents. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Pas sur le deep tech. Il y a plein de gens qui le font sur leur stage, seed, Series A, éventuellement Series B, mais après, c'est fini. Et Guillaume, je pense que tu auras sûrement quelque chose à ajouter. Pas beaucoup plus à ajouter parce que c'est très clair. Il y a à la fois un soutien public en fonds de fonds, on l'évoquait, qui est assez clé pour stimuler la liquidité. Il y a des choses très claires, par exemple, avant l'été, la Caisse des dépôts, enfin pendant l'été, la Caisse des dépôts opère un fonds de fonds qu'on appelle Global Tech Coté, qui vise à stimuler des fonds de late stage tech à hauteur de 500 millions d'euros. Donc il y a des moyens qui existent pour faire émerger des équipes de gestion en late stage en tech. Ça va se développer, ça va se déployer ces prochaines années. La BEI, à l'échelle européenne, elle incarne aussi ce passage à l'échelle où on investit dans des fonds qui peuvent prendre le relais à partir de la série B, C et plus. Un Jolt Capital, par exemple, qui vient de recevoir, c'était il y a 2-3 jours à peu près, un financement de la BEI pour atteindre idéalement un fonds à 1 milliard en deep tech. Et là, malheureusement, c'est assez exceptionnel, mais ça commence à créer les conditions d'un marché qui peut absorber des levées de fonds à 200-300 millions d'euros une fois qu'on commence à scaler la deep tech. Mais ensuite, je te rejoins Nicolas, il y a un enjeu, une fois qu'on a soutenu publiquement l'émergence de ces fonds, à trouver le volume par ailleurs de financement privé. Pas plus tard qu'hier dans les Échos, il y avait une question, et je finirai par là, pourquoi est-ce qu'en Suède on a autant d'IPO, notamment en tech? Et il disait, il y a plus de 40% de l'épargne privée qui va en action, c'est moins de 20% en France. Donc c'est une question aussi de pédagogie, de fléchage, d'incitation pour financer la tech, se rendre compte qu'elle est peut-être pas forcément plus risquée, et puis inciter en fait à cet investissement en tech et dans ses actifs. Oui, et évidemment, c'est crucial qu'il y ait des relais derrière qui se créent, puisque pour les fonds qui sont rentrés en early stage,
il faut qu'ils puissent, entre guillemets, recycler l'argent dans la mesure où il faut qu'ils rendent des liquidités à leurs investisseurs LP pour prouver qu'il y a une rentabilité et que demain, ces LP eux-mêmes aient la confiance dans la classe d'actifs pour reconfier de l'argent à l'écosystème. Donc c'est toute une boucle qui doit s'enclencher et c'est vraiment crucial. Et l'IPO que tu citais est aussi un moyen, en effet, qui est souvent mal perçu en France. Il faut saluer les travaux d'Euronext là-dessus, parce que c'est un moyen, évidemment, d'aller chercher des capitaux. Et ça s'anticipe et ça se prépare quand même avec pas, enfin, ça, en amont, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Ma question était la suivante. Dans cette logique d'accélérer rapidement, pourquoi se tourner vers les États-Unis plutôt que vers l'Europe? Est-ce qu'aujourd'hui les leviers européens sont suffisants? On a une profondeur de marché qui est quand même importante. Et est-ce que l'écosystème financier, notamment, a assez de fonds européens et arrive à lever justement à ce niveau-là de série B, voire série D? Est-ce que les fonds sont suffisamment profonds en France et dans ces cas-là ne devraient pas plutôt se tourner vers des fonds européens, que ce soit du VC public ou évidemment privé? Bah, je pense que c'est ce que tu disais, Nicolas, juste avant. Le constat en France est assez similaire quand même sur d'autres écosystèmes deep tech européens. Les volumes sont à peu près les mêmes par grande région en Europe, en France, les Nordiques, le UK, l'Allemagne. En termes de volume global, c'est à peu près la même chose. Et à chaque fois, on a soit des VC généralistes qui ont des poches plus profondes, mais qui sont peut-être moins, on va dire, friands des sujets deep tech, soit des VC plus spécialisés, mais qui ont des tailles de fonds un peu plus réduites et qui ne permettent pas en Europe non plus de bien couvrir les tours de venture growth. Des annonces récentes comme Jolt, qui est d'ailleurs vice-président de l'association, sont évidemment des très bons indicateurs, mais il en faut plus. Pas grand-chose à ajouter. Je pense que pour accélérer, il faut du capital et des talents. Ok. Le capital, on l'a évoqué. En late stage, on n'en a pas assez. Donc, on va voir ce qui se passera dans les prochaines années. Je pense qu'il y a une prise de conscience déjà, c'est déjà ça. Et puis, il y a effectivement quelques fonds qui sont en train de se structurer pour apporter ces relais de financement. Et puis, les talents, moi, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. Je pense que dans les boîtes tech américaines, il y a énormément d'étrangers non américains, beaucoup de Français, notamment sur les sujets d'IA. Je peux donner un exemple très concret. Je ne suis pas investisseur, donc ça ne me pose pas de problème. Vertical Compute, société franco-belge qui s'est créée l'an dernier sur un sujet semi-conducteur. Le CEO, c'est un Français, Sylvain Dubois, qui a passé 15 ans en Silicon Valley. Il a passé les 7 ou 8 dernières années chez Google, où il faisait du tech scouting pour Google Cloud. Et puis, il a décidé de rentrer en France, en Europe, et de monter une boîte. Je pense qu'il y a plein de talents français à aller chercher à l'étranger pour accompagner les prochaines phases de développement de nos sociétés françaises ou européennes. Des gens qui arrivent avec ce regard, cette expérience de la façon dont ça fonctionne dans la Silicon Valley et qui ont qu'une envie, en fait, c'est de partager cette expérience, de rentrer en Europe pour différentes raisons, qualité de la vie, contexte politique américain, etc. Mais qui n'attendent que ça. Et donc, charge à nous de les convaincre de franchir le pas. Voilà, on va clôturer la table ronde. Merci à tous et à toutes, et merci à tous les quatre.